Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast entre créateurs. Le principe est très simple, j'invite des créateurs ou des créatrices pour échanger tout simplement sur différents sujets. Donc aujourd'hui, j'accueille Noémie Bourgois. Bonjour Noémie. Bonjour. Et je suis ravi de t'avoir comme première invitée. En plus, je suis très contente. Franchement, c'est top. Donc Noémie, c'est une auteure ou autrice, je ne sais pas ce que tu préfères dire. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ce n'est pas faux. Donc pourquoi j'invite une auteure du coup en premier lieu? Tout simplement parce que je suis auteur auto-édité également depuis 2 ans maintenant. Je suis l'auteur de Blind les fragments perdus pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et du coup, je trouvais ça plutôt cool de commencer avec une auteure avec qui on va pouvoir échanger sur différents sujets. Donc, en quelques mots, Noémie, je te laisse te présenter pour ceux également qui ne te connaissent pas encore. Je t'en prie. Alors, je m'appelle Noémie Bourgois, je suis auteure ou autrice, voilà, c'est selon les préférences. En auto-édition également, depuis moi un petit peu plus d'1 an. Mon premier roman est sorti, donc c'est Les Origines, est sorti en juillet l'année dernière et le deuxième, Le Dernier Né, est sorti cette année. Voilà, donc j'en ai d'autres qui arrivent. Voilà, mais c'est voilà. Donc moi, je suis autrice depuis assez peu, et puis à côté de ça, je suis musicienne et régisseur son en théâtre et en concert. Voilà. Donc je fais pas mal de choses. On va pouvoir revenir là-dessus également parce que la musique, ça me parle. Je suis musicien également, donc on va revenir dessus. C'est un des sujets que j'avais noté. Donc dans un premier temps, on va parler du fait de créer une communauté parce que aujourd'hui, quand on est auto-édité, c'est vrai qu'on part un petit peu de zéro. Le fait d'être en auto-édition, c'est un petit peu justement le fait de tout faire soi-même. Donc c'est important de se faire connaître, étant donné qu'on a aussi la volonté de faire connaître son livre. Oui, donc il faut passer par là. Et ça passe aujourd'hui par les réseaux sociaux. Donc notamment Instagram. Je sais que toi et moi, on est pas mal sur Instagram. Donc toi, tu as commencé pareil il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est ça. Du coup, en passant directement sur Instagram. Alors moi au tout début, il faut savoir que moi c'est un petit peu différent que quelqu'un qui va se lancer tout de suite sur Instagram par exemple lorsqu'il va sortir un livre, parce que j'avais déjà un compte Instagram et un compte Facebook sur lesquels j'étais active mais qui concernait plus la musique, où forcément je parlais aussi de mes romans, mais les personnes qui me suivaient principalement pour la musique. Alors j'ai des gens qui ont été intéressés par mes romans, notamment le premier. Mes premiers lecteurs, ça a aussi été des personnes qui venaient du monde de la musique, du théâtre, etc. Mais je me suis rendu compte, en fait, au moment où j'ai sorti celui-ci, que ça serait peut-être intéressant de créer un compte vraiment dédié pour avoir une cible vraiment dédiée. Et je pense que c'est assez important et je ne regrette pas de l'avoir fait. Non, c'est sûr. Je pense que c'est vrai que, alors déjà, toi, tu avais l'expérience d'Insta avec ce premier compte musique. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'avais jamais lancé l'application Instagram avant. Vraiment, j'ai découvert ça en voulant créer un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux et faire connaître mon livre. Mais moi, c'était Facebook. J'avais eu quelques petits projets pendant mes études et tout ça, où j'avais fait des groupes Facebook. Mais en fait, Facebook, je trouve que c'est bien dans un cadre familial ou avec des proches, mais c'est compliqué de se faire connaître de personnes on va dire partout en France, alors qu'Instagram, on a plus la facilité avec les hashtags et tout ça. Pour tout ce qui est... alors moi, vu que j'ai l'expérience musique aussi, en fait, ça dépend vraiment de la cible qu'on veut toucher. En musique, par exemple, Instagram, c'est bien, mais ça se passe encore sur Facebook. Et au niveau des romans, c'est marrant, parce que ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois avec d'autres auteurs. Selon le type de roman que tu fais, on le voit, par exemple, quand on fait des pubs ou des campagnes publicitaires. Selon le type de roman que tu fais et la cible qui est touchée, c'est pas du tout pareil. Moi, vu que c'est adulte, ça marche beaucoup plus sur Facebook, par exemple, lorsque je fais des pubs, que sur Instagram. Pour celles qui, par exemple, je dis celles parce que c'est principalement avec des auteurs femmes avec lesquelles on a abordé le sujet, qui font du young adulte ou du new adulte, où ça va plus se passer sur Instagram. Moi, ma cible, elle est un petit peu plus âgée et, par contre, mes publicités, elles marchent mieux sur Facebook. Malgré que j'ai une communauté plus importante sur Instagram. Peut-être plus active aussi. Voilà, mais je suis plus active également. Mais par exemple,
quand je compare vraiment des publicités, voilà, où je paye une campagne de publicité pour mettre en avant un roman, la même chose avec les mêmes mots-clés, etc. Ouais. Ça marche largement mieux pour moi sur Facebook que sur Instagram. Mais là, ça dépend de la cible. Ouais, ça dépend de la cible. Après, c'est vrai que sur Insta, les publications, ça marche que par photo. Oui. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, tout à l'heure, tu parlais de la musique, ça marche mieux sur Facebook. C'est peut-être plus facile aussi de diffuser des vidéos, etc. Oui, et puis d'interagir. C'est vrai que ça se passe un petit peu différemment. Ouais, c'est vrai. Pour échanger, peut-être Facebook est plus accessible là-dessus. Les commentaires. C'est différent, Donc, mais ouais, non, c'est vrai que Instagram, moi j'étais vraiment parti de zéro et je suis vite tombé dans l'univers, on va dire, des auteurs, lecteurs et je connaissais pas du tout et j'ai été trop surpris, c'était trop bien. On en avait parlé justement parce qu'on avait fait une interview sur la chaîne de Noémie Bourgois qui est youtubeuse également, on va revenir dessus. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne communauté et j'ai vite touché des personnes que je ne connaissais pas en fait, contrairement à Facebook où ça faisait déjà quelques semaines parce que j'ai commencé avant sur Facebook mais récemment avant et je touchais pas de personnes extérieures à mon cercle familial. Donc là, sur Instagram, au bout de 2 jours, je parlais avec des personnes que je connaissais pas. Et c'était vachement agréable. Et du coup, ça permet de toucher plus largement sa cible déjà. Oui. Et les communautés sont assez marquées, je trouve, sur Instagram. Donc, une fois que tu rentres un peu dans une communauté, ça va te suggérer d'autres choses, tu vas être suggéré à d'autres et je trouve que ça marche assez bien, quoi. Ouais, les algorithmes, ils marchent plutôt bien sur Insta. Ouais. C'est vrai que si on aime telle publication, on va avoir plus de ce genre-là de publications et tout. Et c'est vrai que c'est pas mal. Donc, après, il y a la régularité des posts qui est assez importante aussi. Ouais. Moi, je suis mauvais là-dessus. J'ai du mal à avoir un rythme. Toi, je sais que tu as 3 publications par semaine. Moi, j'ai 3 publications par semaine. Avec des jours précis. Avec des jours précis, oui. Ouais. Alors, moi, je le fais parce que moi, ça me convient aussi de faire. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens, le fait de devoir être régulier, ça les stresse ou ça les bride un petit peu dans ce qu'ils voudraient raconter. Moi, j'ai trouvé un rythme qui me convenait bien, des types de publications, parce que chaque jour a un type de publication qui est différent. Et je trouve que ça marche bien parce qu'en plus, ça a créé un petit peu une identité sur ma page. Et les gens s'y retrouvent un petit peu en fait. Ils savent que le mercredi, il y a un post un peu débat, etc. Voilà. Okay. Le vendredi, je poste une photo. Voilà, c'est l'espace un peu plus pour moi, alors que le mercredi, c'est pas forcément quelque chose qui me concerne moi. Et le dimanche, je parle de la vidéo YouTube qui sort. Et mine de rien, le fait d'avoir cette régularité et des posts en fait dédiés à chaque jour, ça m'aide en plus pour quel contenu proposer, parce que je sais que ça c'est une question que j'ai souvent, c'est je sais pas quoi proposer, etc. Et c'est vrai que des fois d'avoir ce genre de choses qui est installé, ça permet de s'orienter en fait à chaque fois sur quelque chose. Et ça, justement, ça peut pas mettre au contraire la pression à se dire « Ah putain, demain il faut absolument que je poste quelque chose ». Alors moi j'ai beaucoup d'avance surtout. Par exemple YouTube, j'ai toujours plusieurs vidéos d'avance. En fait, dès que j'ai une idée de post, j'ai un dossier dans mon téléphone où je me note idée YouTube, idée Instagram, etc. Et j'hésite pas à préparer des posts en fait à l'avance et à y réfléchir déjà à l'avance, justement pour pas me mettre la pression de me dire « Ah, je dois absolument poster quelque chose » parce que se retrouver à se dire faut absolument que je poste et poster quelque chose de pas terrible, c'est pas génial. Et puis si à un moment il faut faire une pause, on fait une pause. Moi j'en ai fait une au mois d'août. Je me suis dit bon là j'avais trop de choses à faire, il y avait Ulule, j'avais des choses à lancer, enfin bref j'avais avec la sortie du dernier et puis je me suis dit bon là j'ai besoin de faire une pause, mon cerveau il peut plus, donc j'ai mis en pause Instagram les publications, sachant que je faisais encore des réels, des petits trucs comme ça. Mais les publications, je me suis dit là non, c'est une charge mentale dont j'ai pas envie là maintenant tout de suite, je l'ai mise en pause et puis j'ai repris après quoi. Après est-ce que tu t'analyses vraiment les résultats de tes publications quoi? Non. Je m'en rends bien compte. Ce qui marche le plus, c'est mes posts du mercredi. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, il faut mettre des photos, des ceci, des cela ». Moi, les posts du mercredi… C'est que du texte. C'est que du texte. C'est un peu coups de gueule, un peu mis en scène, etc. Et c'est ça qui marche le plus parce que… ça parle un peu à tout le monde. Ça parle un petit peu à tout le monde. En plus, moi, j'hésite pas à dire un petit peu ce que je pense. C'est ça. Et ça plaît, en fait. C'est des gens qui disent « Ah oui, tiens, c'est ce que je me disais, mais bon, j'osais pas trop le dire. » C'est marrant parce que tu vois, je l'avais noté ça, le fait de… Enfin, tu parles à ta façon, c'est une sorte… Enfin, t'es authentique, quoi. Ah, non, mais ça, c'est le truc le plus important pour moi sur les réseaux. Tu mets pas en forme… Enfin, c'est pas vraiment une mise en scène de la façon dont tu vas présenter les choses ou tout ça. C'est vrai que moi au début, j'avais un petit peu plus… Enfin, j'étais assez formel, quoi. C'est-à-dire que j'hésitais un petit peu à parler librement, tout ça.
pas par rapport à ce que je pensais forcément, mais la forme, vraiment sur la forme, quoi. Et je pense qu'au final, ça, il faut pas hésiter. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait tous, surtout surtout sur une page auteur, où il y a une espèce de pression un petit peu, où tu te dis il faut que ce soit bien écrit, il faut pas qu'il y ait de fautes, il faut pas ceci, il faut pas cela. Mais en fait, non, si tu as envie d'écrire une phrase qui est une phrase orale, en fait, mais on s'en fiche, en fait. Familier, c'est pas grave. Et ça parlera plus. Si tu as envie de dire un gros mot, tu dis ton gros mot. Voilà, oui, non, mais c'est clair. Mais je pense que sur les pages auteurs, en fait, je pense que tous, on se met un peu la pression de se dire il faut que ce soit joli, il faut écrire un joli texte, etc. Mais en fait, non, on écrit un post Instagram, on n'écrit pas un poème, quoi. Ouais, non, c'est ça. Il y en a qui font un poème à chaque fois, et c'est très bien, mais si on se force, ça se ressent. Il faut que ça nous ressemble. C'est sûr que voilà, il faut pas faire de chichi ou quoi. Je pense qu'il faut rester soi-même. Et puis c'est aussi très important, et ça j'ai mis du temps à le comprendre aussi, c'est pas forcément un tort, mais il faut en fait les gens ont besoin de nous connaître. Oui, absolument. Il faut se montrer, il faut donner un petit peu de soi. Ouais, c'est vrai que moi pendant très longtemps, et je le fais encore aujourd'hui, je fais beaucoup de posts sur des personnages de mon livre, des extraits, je parle des paysages, etc. Mais au final, les publications qui marchent le mieux, c'est quand on me voit. C'est-à-dire quand je vais faire une séance de dédicace, quand une photo où je parle de quelque chose que j'ai fait dans la journée, ou je sais pas, des stories où je parle et tout ça, c'est ce qui a le plus d'impact au final, parce que les gens, ils ont besoin de s'identifier à nous. Et s'ils nous trouvent cool, s'ils nous trouvent sympa, s'ils s'identifient à nous, ça va leur donner envie de mais complètement. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne ? Est-ce que ça peut m'intéresser ? Il fait de la fantaisie, il fait de la dystopie, etc. Donc, mais ça, c'est effectivement très sympathie, important. Complètement. Surtout dans l'auto-édition, où les lecteurs, ce qu'ils aiment aussi dans l'auto-édition, c'est d'avoir un contact, en fait. Parce que forcément, lorsqu'on est auto-édité, la partie promotion, elle est beaucoup plus importante. Donc, on est un petit peu obligé de faire plus, on est un petit peu obligé d'être plus actif sur les réseaux, etc. Et d'être, je pense aussi, plus accessible, même s'il y a des auteurs en maison d'édition qui sont très accessibles et des auto-édités qui ne le sont pas. Mais on est un petit peu plus obligé, et ça, il y a des lecteurs qui apprécient et qui, avant d'acheter un livre, en fait, vont s'attacher à la personne en fait, avant, et se dire tiens, en fait, ça fait plusieurs semaines que je le suis, j'aime bien ce qu'il poste, en fait, ça me donne envie de m'intéresser à ce qu'il fait. Moi, ça a été mon cas. Il y a des auteurs, je me suis dit tiens, j'ai envie de lire ce qu'il ou elle lit. Mais en fait, il y en a, je n'ai même pas lu le résumé. C'est en fait, envie de découvrir ce que crée la personne. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est important de donner un petit peu. Alors, c'est pas facile pour tout le monde. Non, après, c'est sûr qu'il faut pas que ce soit. Enfin, faut pas se forcer non plus, mais c'est important parce que c'est vrai qu'il y en a tellement, entre guillemets. On est tellement d'auto-édité, mais même pas que d'auto-édité, d'auteurs en général, pour se démarquer. Est-ce que c'est la qualité du livre qui va ressortir tout de suite ? C'est dur de le prouver en fait. Au moment de l'achat du livre, c'est la qualité du livre, la personne, elle n'en sait rien. Bon, elle peut aller lire les avis, etc. C'est une chose. Mais ce qui va lui faire acheter, soit ça peut être un coup de cœur pour la couverture, le résumé, etc. Soit ça peut être dans beaucoup de cas l'envie de... Moi, j'ai beaucoup de gens qui disent tiens, je te suis sur YouTube, sur Instagram depuis tant de temps. Ça me donne envie et j'ai envie de découvrir ce que tu écris. Et certains qui ne lisent pourtant pas ce que j'écris. Donc c'est important. Moi, ça m'est surtout arrivé sur des séances de dédicaces où on a un stand, les gens y passent, que ce soit dans un salon dédié aux livres ou pas. Parfois, c'est un stand parmi d'autres. Mais du coup, les gens s'arrêtent, on discute. Et l'échange fait qu'à la fin, allez, je vais vous prendre un livre. C'est un peu l'achat impulsif. Au départ, ils ne sont pas venus spécialement pour acheter un livre ou le mien ou quoi. Mais le fait d'avoir discuté, etc., d'avoir expliqué un peu le parcours, j'ai fait avec d'autres auteurs aussi, ça s'est révélé à chaque fois. Et je pense que sur les réseaux sociaux, il faut faire la même chose en fait. C'est-à-dire le fait de discuter, après, je pense qu'on est tous un petit peu pareil, on aime bien discuter pas que de nos livres, on n'est pas centré sur nous-mêmes, mais discuter d'ordre général, voilà, on a des choses à raconter dans des livres, donc on a forcément des choses à raconter bien sûr, avec d'autres personnes, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est important. Donc après, toi, tu es rapidement passé sur YouTube aussi, ce qui est encore un autre game. Et tu t'en es super bien sorti. Aujourd'hui, j'ai regardé, tu as 890 abonnés,
189, je crois. J'arrive près de 900. Qui sera le 190e et bientôt 900. Rapidement, ça fait 11 mois que tu as commencé. Oui, c'est ça. Voilà, je me suis renseigné. Je me suis mis à jour. Du coup, c'est déjà très bien. Oui. Et en si peu de temps. Et surtout, tu as la même régularité en fait. Oui. C'est un peu un tout. C'est-à-dire que tu as tes posts de la semaine sur Insta, sur Facebook aussi, et tous les samedis, le dimanche, tu as la vidéo YouTube qui sort. Donc ça, pareil, comment ça t'est venu? Je sais qu'on en avait discuté un petit peu. Alors en fait, l'envie de... Alors moi, j'ai été une grosse consommatrice de vidéos YouTube qui concernent l'écriture, l'auto-édition, etc. Notamment la chaîne de Christelle Le Bailly, que je pense que tout le monde connaît dans l'auto-édition. Voilà. J'ai appris énormément en fait et ça m'a motivée énormément. Et je sais que je lui avais dit, des fois je mettais les vidéos, elles tournaient en fond pendant que j'écrivais, ça motivait en fait. Et bon, il n'y a pas que elle, il y en a d'autres aussi que j'ai suivies. Et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup motivée. C'est ce qui m'a poussée au final à me lancer dans l'auto-édition parce que je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant comme aventure. Et par contre, je me suis aussi dit, tiens, la plupart alors c'était quasiment que des femmes, de ces auteurs en fait qui en parlent sur YouTube, la plupart, soit elles ont écrit beaucoup de livres, soit elles ont fait des cursus littéraires, soit elles ont fait déjà un parcours professionnel dans le monde de l'édition, de près ou de loin. Et je me suis dit, alors moi ça m'a pas gênée parce que je me suis dit vas-y, de toute façon, voilà. Mais je me dis que certaines personnes, ça peut-être pas les culpabiliser, mais un peu les bloquer, de se dire mince, moi j'ai pas fait ça, est-ce que ça va pas être gênant à un moment? Et moi c'est vraiment comme ça, je me suis dit, mais attends, moi, j'ai pas un parcours littéraire du tout. Moi, c'est vraiment scientifique et technique. Et au final, j'ai réussi à sortir plusieurs livres. Et c'est vraiment de ça que c'est vraiment de ça qu'est partie l'idée de la chaîne YouTube. Je voulais aussi faire des interviews d'auteurs. Toi, tu as été un des premiers interviewés d'ailleurs. Quelle chance. Voilà, je renvoie pareil aujourd'hui. C'est ça. Et pour faire découvrir, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il fallait pas nécessairement avoir vendu des millions de livres. Il fallait pas forcément avoir des milliers d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube pour inspirer d'autres personnes. Et moi, il y a des auteurs qui m'ont inspirée. Autour de moi, il y a des auteurs qui m'inspirent beaucoup. Je pense à Megara Nolan, que j'ai interviewée aussi, Eulalie Lombard, Lucille Chaponnet. Enfin, je discute tous les jours avec elle et c'est des sources d'inspiration énormes. Et pourtant, alors il y en a qui vivent de l'écriture, d'autres ça vient, mais c'est pas des auteurs qui ont vendu des centaines de milliers. C'est pas des personnes qui ont, elles ont pas 50 000 abonnés, etc. Et pourtant, elles m'inspirent. Et je voulais aussi les mettre en avant, des personnes comme ça que moi je considère inspirantes en fait. Et montrer que en fait on peut trouver l'inspiration et la motivation un petit peu partout, quels que soient les parcours, etc. De toute façon, après le fait d'échanger avec, entre nous, entre auto-édités, même avec des lecteurs ou des lectrices qui peuvent nous suivre et tout ça, c'est vachement enrichissant en fait, parce que déjà si c'est des personnes qui ont lu notre livre et en plus qui de leur côté écrivent des livres, il y a un vrai échange. Parce qu'on n'a pas tous du tout la même façon de faire. Comme tu dis, il y en a qui ont fait des études de lettres, d'autres pas du tout. C'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'écrire. Absolument. On va y revenir. Mais du coup, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses des uns des autres. C'est pour ça aussi ce côté inspirant, c'est normal. Et même peut-être plus que des auteurs connus, entre guillemets, avec qui on n'a jamais parlé. C'est-à-dire que on a une image d'eux, on ne sait pas... alors parfois on peut discuter un petit peu autour d'une séance de dédicace, mais là c'est des personnes, on parle tous les jours sur les réseaux et tout. Oui, on voit les hauts, on voit les bas. Exactement. Et sachant tu vois, je crois que c'est Musso que tu as cité, le processus d'écriture et de publication de Musso est très différent d'une autre. Complètement. Non, mais à son stade, en fait, il y a une maison d'édition, il y a tout le travail n'est pas le même, en fait. Donc c'est bien de s'inspirer de personnes. Moi, parmi mes auteurs préférés, j'ai des auteurs qui sont des très gros vendeurs, et qui m'inspirent également. Mais j'ai aussi des personnes qui ont à peine vendu plus de livres que moi, et peu importe, ils m'inspirent. Ça veut rien dire. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Au final, c'est vrai que la quantité de bouquins qu'on vend, c'est pas vraiment représentatif de notre talent entre guillemets, ou ça veut pas dire qu'on n'est pas légitime d'écrire des bouquins, notre parcours, comme on était en train de le dire. Et justement, il y a souvent ça qui revient. Tu as fait plusieurs vidéos YouTube à ce sujet. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, on va en parler un petit peu, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a les vidéos du coup de Noémie qui sont très bien à ce sujet. Donc qu'est-ce que c'est déjà, rapidement? Alors le syndrome de l'imposteur, c'est un ennemi commun en fait.
qui se traduit, alors un petit peu différent selon les personnes. Il y a des personnes, ça va plus être des phases d'imposture où tout d'un coup ils vont se dire ah mais par exemple ce succès-là je l'ai mais en fait je le mérite pas. Ou alors j'ai réussi à faire ça mais je le mérite pas, c'est cette question de mérite et de se dire mais en fait si jamais j'en suis arrivée là, c'est que j'ai eu un moment coup de chance, ou alors que c'est grâce à quelqu'un, mais c'est pas grâce à moi. Et il y a un petit peu cette crainte, à un moment donné, que les autres se rendent compte qu'on est une grosse imposture. Et par exemple, dans le cas de l'écriture, en fait, quelqu'un va lire notre roman et se dire, en fait, il sait pas écrire, quoi. C'est un imposteur. Donc voilà, ça bloque beaucoup de personnes qui créent, pas que les auteurs de manière générale, c'est sûr. Plus ou moins violemment. Certaines personnes, ça les empêche complètement d'écrire, tout simplement, parce qu'ils se disent non, mais en fait, non, je suis une imposture, voilà. D'autres, ils vont le faire, mais se remettre en question tout le temps. Il y en a, ils vont auto-saboter un peu ce qu'ils font pour ne jamais avoir à montrer ce qu'ils font de crainte d'être découverts. Le garde pour eux. Voilà, c'est ça. Donc non, le syndrome de l'imposteur, ça touche un petit peu tout le monde. Ça rejoint la question de la légitimité. Voilà, on ne se sent pas légitime à faire quelque chose. On se dit que c'est pas fait pour nous, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et ça rejoint aussi tout ce qui est pensée, toutes les croyances limitantes en fait, où on va se dire non mais enfin, je suis pas fait pour ça, ça c'est pas pour moi, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas fait ce qu'il faut avant pour y arriver, j'ai pas ce que lui a fait, nanana. Enfin voilà, c'est. Ok. Voilà. Donc voilà, en gros, ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que on peut se poser, enfin on s'est tous posé la question, je pense, après à certains degrés, parce qu'il y en a effectivement à qui ça bloque vraiment et que soit même pas ils se mettent à faire leur création, que ce soit l'écriture ou autre chose, soit ils n'osent pas le montrer aux autres. Après, c'est normal d'avoir ce sentiment par rapport justement à notre parcours et tout. Alors toi, tu as fait des études scientifiques, tu travailles dans la musique. Moi, j'ai fait des études d'art et je travaille dans un escape game. Donc voilà, c'est des choses. Alors j'ai toujours été dans la création, ça reste comme dans un univers créatif, mais j'ai pas fait d'études de lettres, j'ai pas, j'écris de la fantasy, mais je suis pas Tolkien, clairement, je peux pas écrire du Tolkien, c'est pas mon objectif non plus de toute façon. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une comparaison faisable, mais c'est pas pour ça que mon histoire est pas bien. Et le fait déjà, il faut oser, à partir du moment où on a écrit quelque chose, moi c'est vrai que c'était pour moi au début, c'était pour m'évader, pour me faire plaisir, je voulais écrire mon histoire. Bon, je suis arrivé au bout, j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte que j'étais arrivé au bout, et du coup je me suis dit mais let's go, il faut que j'aille au bout du truc, quoi. Je vais tenter, je vais faire des manuscrits, je vais l'envoyer à des maisons. Après je me suis tourné vers l'auto-édition, et finalement, le fait de le faire lire déjà à des personnes de mon entourage, mais qui peuvent, on ne sait pas trop, on ne sait jamais trop si c'est gentil, les compliments, est-ce que c'est vraiment honnête ou quoi, mais les premières personnes qui ont lu mon livre, que je ne connaissais pas et qui m'ont fait des retours positifs, j'étais comme un fou, quoi. Oui. J'ai dit, mais en fait, ça peut plaire, quoi. Ça plaît, en fait. Et ce sentiment, il est incroyable. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai pour ma part, en tout cas, je me suis plus posé trop la question de est-ce que je suis légitime ou quoi. Je me dis, elle a plu au moins à une personne, quoi. Oui, c'est ça. Puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et du coup, y a des ventes qui s'enchaînent et tout ça, et on se dit, ok, c'est bien, quoi. C'est cool, et c'est la majorité des personnes que je ne connais pas. Donc, avoir les retours, des avis, c'est très important d'avoir les avis des personnes qui ont lu notre livre. Nous, ça nous donne confiance, déjà. C'est important d'avoir confiance en soi pour continuer à alimenter les projets et tout ça. Mais voilà, le plus important, je pense, pour celles et ceux qui peuvent ressentir ce syndrome-là, c'est d'oser, en fait, tout simplement. Ah, mais ça, c'est le conseil que je donne tout le temps. Ouais, voilà, il faut oser. C'est ça. Il faut oser se lancer, c'est pas facile. Pour certains, c'est même très, très compliqué. Mais je me dis qu'il faut mieux oser et au final, se casser la figure plutôt que d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. C'est ça. Alors, se casser la figure, ça fait mal. Sûr. On n'a pas envie, mais si on attend trop longtemps, avoir des regrets, moi c'est vraiment un des pires trucs, je trouve. Non, il faut pas. Et voilà, faut oser, faut se lancer, faut être conscient que on va pas écrire un chef-d'œuvre dès la première fois, qu'il va y avoir du travail, que ça va prendre du temps, que des gens n'aimeront pas, voilà, ça sera pas un parcours sans embûches. Non, c'est sûr. Mais il faut se lancer. C'est ça. C'est absolument. C'est ça. Après, j'ai pas envie de dire qu'il faut pas se forcer, parce qu'il faut se forcer de temps en temps. Absolument. Parce que parfois on se dit non mais je le sens pas, mais au final si on sent rien, on fait jamais rien. Absolument. Donc il faut y aller de temps en temps. Après quand vraiment on sent pas quelque chose, qu'on n'a pas envie de le faire, qu'on sent que c'est pas notre truc, c'est... Ah oui non mais absolument. Voilà. Mais si des fois c'est juste
se forcer un peu pour sortir de sa zone de confort. Ouais, voilà, c'est ça. Sortir de la zone de confort, c'est important. C'est vrai qu'il... Enfin voilà, oser, c'est vraiment le maître mot pour lutter contre ce syndrome complètement. Alors, pour parler aussi vraiment de l'auto-édition, il y a la légitimité qu'on pense avoir ou pas, et il y a le regard des autres, surtout. Donc voilà, on va en parler un petit peu. Donc il y a une actualité sur Instagram par rapport à ça. Le regard des autres, la légitimité, ce que pensent en fait les gens de l'auto-édition. C'est divisé. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent ça très bien et il y en a qui lisent beaucoup d'auto-édités et qui ont parmi leurs livres préférés des livres auto-édités. Donc c'est très bien parce que ça encourage, etc. Après, c'est comme dans tout. Il y a des livres qui ont été en maison d'édition qui sont pas forcément terribles, etc. Ah oui, non, mais du bon et du mauvais, il y en a des deux côtés. Voilà, c'est ça. Mais après, il y en a qui pensent qu'en auto-édition, bon, c'est que les ratés qui n'ont pas pu se faire éditer en maison d'édition. Moi, tout à l'heure, je disais que d'abord, j'allais chercher en maison d'édition et que j'étais en auto-édition. C'est pas pour ça que je me suis rabattu là-dessus. Oui. J'ai eu une offre d'une maison d'édition, avec laquelle ça n'a jamais abouti. Et puis l'expérience m'a dit, mais au final, pourquoi je m'embête ? Je peux me débrouiller tout seul, quoi. J'ai envie de faire ce que je veux avec mon œuvre. Si demain, je veux faire une série audio, j'ai pas envie de demander à X personnes ou faire une publication. Ah non, mais est-ce que ça va avec l'image de la maison d'édition, quoi ? En fait, j'avais pas envie de me poser des questions. Je dessine beaucoup, je fais des musiques, j'ai envie de faire ce que je veux de mon livre. Absolument. Et donc ça, c'est un des choix qui m'a poussé vers l'auto-édition, quoi. Mais après, voilà, se dire que tous ceux qui sont en auto-édition, c'est parce qu'ils ne sont pas fait éditer dans une maison d'édition normale. C'est faux. Il y a plein d'auto-édités et des auto-édités qui vivent de leur plume et certains qui vivent très bien de leur plume. Ils n'ont jamais envoyé un seul manuscrit en maison d'édition. C'est ça, c'est sûr. Alors, il y a de tout en fait. Il y a des gens qui ont essayé et puis ils se sont dit finalement, je vais me lancer dans l'auto-édition. Ouais. Il y a des gens qui ont hésité. Moi, c'était mon cas. Pendant longtemps, j'ai hésité. Puis en fait, moi, je me suis rendu compte que je voulais aller vers la maison d'édition pour des mauvaises raisons. C'était justement parce que je me sentais pas légitime et je me disais si j'ai pas l'accord en fait d'une maison d'édition. Une maison d'édition, c'est que mon livre, voilà. Et puis après, quand je me suis rendu compte que c'était pour cette raison que je voulais être en maison d'édition, je me suis dit, non, en fait, c'est pas très très bien. Alors ça, moi, je suis pas contre être dans une maison d'édition. L'année prochaine, un des romans que je vais écrire l'année prochaine, j'aimerais le proposer à une maison d'édition parce que j'aimerais bien être auteur hybride. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont jamais envoyé, qui n'ont jamais même pensé à envoyer leur manuscrit en maison d'édition. C'est l'auto-édition tout de suite en fait. Et ça se développe de plus en plus. Le regard des gens change, heureusement. Même si ça peine un petit peu. Et ce qui est assez dommage, c'est que en fait, c'est très français ça. Quand on regarde dans d'autres pays, mais l'auto-édition en fait, alors soit les gens s'en fichent, la façon dont c'est édité. Soit en fait, voilà, c'est ça. Est-ce que l'histoire Alors, est bien je dis pas forcément, il y a des maisons d'édition qu'on aime bien parce que la ligne éditoriale nous plaît, ça c'est autre chose. C'est rassurant, entre guillemets, quoi. Mais il y a plein de gens qui regardent pas quelle est la maison d'édition et en plus de ça, c'est même bien vu. Il y a le côté entrepreneuriat en fait. Tiens, la personne, elle se bouge, elle fait tout, elle y va. Et ça, dans d'autres pays, c'est bien vu. Et en France, le côté-là, en fait, il est pas... C'est limite mal vu parce que c'est, il fait tout seul parce qu'il n'a pas le choix. Non, mais voilà, c'est ça. Il n'a pas de thunes, machin, il fait tout, la couverture, la correction, ça doit être bourré de fautes. Ça, c'est des clichés qui peuvent y avoir. Je dis pas que ça arrive pas. Mais ça arrive, mais même en fait, les correcteurs, même parce que moi, le dernier né, ma correctrice, elle le relit plusieurs fois. Et puis même elle qui est auteur, elle se dit mais moi en fait il y a forcément des trucs que je vais laisser passer et voilà c'est des êtres humains et qu'ils soient en auto-édition ou en maison d'édition en fait ça reste des êtres humains donc qu'il reste une ou deux coquilles et voilà. Non, mais c'est clair. Après c'est vrai que moi pareil en fait quand je l'ai fait je suis pas passé par un correcteur ou une correctrice professionnelle, c'est vrai que je l'ai corrigé de mon côté avec des membres de ma famille et tout ça, donc on l'a relu plein de fois. Il y en a encore des coquilles, je le sais. Là maintenant, ça fait 2 ans et quelques qu'il est publié. J'ai eu des retours. Alors, c'est surtout des répétitions, plus que des fautes à proprement parler. Il y en a quelques-unes encore, mais c'est surtout des répétitions. Là, aujourd'hui, moi, je retravaille dessus parce que justement, j'ai un autre regard. C'est-à-dire que moi, je l'ai écrit, j'étais quand même plus jeune, parce que je l'ai fini il y a 3 ans et demi, mais ça fait 6 ans ou 7 que je suis dessus. Donc j'ai grandi, j'ai évolué, j'écris d'autres choses depuis.
j'ai une autre façon d'écrire et tout ça. Donc j'ai envie, voilà, juste de le mettre à jour et que les personnes qui vont l'acquérir dans le futur, c'est ceux qui l'ont déjà lu, ça sert à rien de le reprendre, hein. Bon, si vous voulez, mais voilà, ce sera juste des petites corrections comme ça. C'est pas grave, il faut pas dire bon non, je sais qu'il y a 2-3 coquilles, ça peut pas passer ou quoi, non, c'est normal. Moi je lis des livres de maisons d'édition où il y a des fautes, il y a 3 fois le même mot à la suite. J'ai lu le Star Wars 9, je l'ai lu en bouquin. Dans une page, ils ont confondu tous les noms des droïdes. C'est-à-dire que R2D2, il commençait à parler, à faire des phrases, et C3PO, il faisait des bips. C'était rigolo. C'était pas des fautes d'orthographe, mais moi j'ai compris, ça m'a fait rire. Mais voilà, c'est des erreurs, entre guillemets. Et ça arrive à tout le monde. Voilà, même en passant entre les mains de correcteurs professionnels et tout ça. Donc c'est pas pour ça qu'on n'est pas légitime ou quoi. Et l'auto-édition n'a pas grand-chose à voir là-dedans, parce que selon la maison d'édition, ça peut même peut-être plus mal se passer. Mais en plus, c'était il y a quelques mois, il y avait toute une histoire. Alors je vais pas citer la maison d'édition déjà pour pas faire d'histoire, et puis en plus parce que je me souviens plus du nom. C'est une bonne raison. Et qui en fait... alors elle, en plus, avait accusé tous les indépendants avec lesquels elle travaillait, tous les correcteurs, etc. Alors qu'en fait, c'était des erreurs de leur part. Et notamment pour les traductions, en fait, ils avaient imprimé avec les notes des correcteurs directement dedans, quoi. Ça a été publié comme ça ? Ça a été publié comme ça. Donc il y avait les livres où en fait il y avait la phrase et l'autre phrase corrigée à côté ou des trucs comme ça. Et donc déjà c'est pas terrible parce que avant d'envoyer à l'impression, enfin je sais pas, faut relire. Et en plus de ça, ce qui était assez moche, c'est qu'ils avaient taclé vraiment. Sur les réseaux, alors ils étaient revenus dessus, ils avaient un petit peu corrigé leur post, mais bon, tout le monde l'avait vu. Ils avaient accusé en fait leur correcteur et disant oui, nous allons arrêter de travailler avec les personnes avec lesquelles nous travaillions jusqu'à présent, etc. C'est pas la faute de ton correcteur si jamais t'as pas retravaillé après en fait. C'est ça. Il y a différentes étapes, mais effectivement, la dernière personne avant de la publication, c'est pas le correcteur. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une maison d'édition qui vend et puis qui vend des beaux livres en plus. Donc. Ouais, c'est une coquille. Après, c'est vrai que c'est la façon de faire aussi. C'est-à-dire qu'accuser quelqu'un à tort, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. C'est ça, quoi. Au lieu de dire, écoutez, on a fait une erreur, l'assumer, et puis on va faire attention à l'avenir. Donc limite, faire un truc un peu humoristique, j'ai envie de dire, passer ça, ok les gars, on s'est trompé. J'ai plein d'exemples de comme ça, mais c'est pas du tout sur les livres, mais je vais le dire quand même. J'avais vu une semaine où Burger King, on pouvait mettre n'importe quel code promo, ça faisait une réduction de moins 50%. Et c'était pas du tout une stratégie de communication, c'était un bug. Et, mais ils ont mis de leur côté en fait. Et en fait, au bout de 3 jours, quand tout le monde faisait ça et tout le monde avait 50%, ils se sont dit c'était pas du tout voulu, mais je vous avais jusqu'à la fin de la semaine pour en profiter, quoi. Donc on tourne le truc. C'est une erreur qui en plus fait du bien aux consommateurs. Mais là, pour les livres, je pense qu'il y avait d'autres moyens plutôt que de dire c'est la faute de machin, c'est pas nous. Non, ça avait un peu. C'est pas top, Donc après, encore une fois, c'est une question d'image et de communication. Et nous, on est à l'aise avec ça parce qu'on fait tout nous-mêmes. C'est ça. Donc ça, c'est un plus. Allez sur les pages d'auto-édité, vous allez voir, on est gentil. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, le côté imposture, les personnes, la façon dont ils nous voient sur les réseaux En fait, je pense qu'au bout d'un moment, il faut en avoir un peu rien à faire. L'image qu'on renvoie, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, on fait tous attention à ce qu'on poste sur les réseaux, même si jamais, moi je reste authentique, mais je réfléchis quand même à ce que je dis, parce que j'ai pas envie de blesser des gens par erreur, par exemple, ce genre de choses, et ça peut aller très vite, c'est pas forcément mal intentionné, mais voilà, ça c'est pareil, j'essaie de faire attention à ça. Mais si par exemple je dis quelque chose qui plaît pas à quelqu'un parce qu'il est pas d'accord, c'est tant pis. Et si jamais je perds une vente parce que cette personne, ou un abonné, parce que cette personne, j'ai dit telle chose, ça ne lui a pas plu, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui se disent il faut que je vende mon livre et il ne faut pas le vendre à tout prix. Quoi. Pas dire forcément ce que les gens attendent qu'on dise. C'est ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets plus ou moins sensibles. Moi, je sais que, à l'heure actuelle en tout cas, je ne parle jamais politique. Alors c'est quelque chose, ça n'a rien à faire dans mon compte. Déjà, j'écris pas des livres politiques, j'ai pas du tout. Voilà, je sais qu'il y en a qui parlent de tout vraiment, ça les gêne pas, ça me dérange pas. C'est des personnes que je peux suivre aussi. J'ai personne en tête, mais ça arrive. Mais moi, de mon côté, j'ai pas du tout envie de rentrer dans des débats comme ça. Je parle pas ce genre de choses. Parler de la crise sanitaire, de machin, est-ce qu'on est pour le pass, machin. J'en ai pas parlé du tout. C'est pas là. Pour moi,
pour moi, comment je gère le truc, c'est ni le lieu, ni l'endroit. C'est ça. Voilà. Alors tout à l'heure, quand on parlait de l'auto-édition, j'avais un exemple en tête, mais ça revenait à de la politique. Je vais dire l'exemple quand même, mais on va pas du tout épiloguer dessus. C'est là la dernière personne qui s'est auto-éditée, qui est bien connue, voilà, c'est Monsieur Zemmour. Et du coup, c'est une personnalité publique, connue, et forcément, que ce soit par auto-édition ou par maison d'édition, ça fait des ventes. Oui. Donc au final, ça veut rien dire. Dans un sens ou dans l'autre, là, ça se vend parce que c'est Zemmour, quoi. Oui, c'est ça. Donc, et puis parce qu'en plus, il y a eu toute une polémique. Déjà parce que Albin Michel, il y a eu une rupture de contrat. Exactement. Et puis voilà. Donc après, c'était peut-être la simplicité pour lui ou quoi. J'ai pas suivi du tout sa démarche. Je m'en fous un peu. Mais c'est quand même intéressant de voir que malgré le fait que ce soit en maison d'édition, en auto-édition, ça se vend comme des petits pains, quoi. Je pense pas que le nombre de ventes va être moins important parce que c'est en auto-édition. Non, et pourquoi pas. Parce qu'il a une légitimité, parce que c'est une personnalité publique, ou est-ce parce que c'est un auteur incroyable? Non, mais j'ai dit ça dans le sens, j'ai pas lu ses livres parce que ça c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais je suis pas en train de dire que ses livres sont pas bien, ni que ses livres sont bien, je n'en sais rien. Mais qu'il soit chez Albin Michel ou dans tous les cas, il y a eu un travail éditorial, il a pas écrit le livre tout seul, et la plupart des auto-édités, on a les bêta-lecteurs, les ceci, les cela. Et voilà, en fait. Oui, après, il a dû être entouré peut-être de plus personnes que nous. Possible, mais bon. Mais voilà, le fait est que la démarche est qu'il a préféré. Et c'est pas parce qu'il ne peut pas passer en maison d'édition. Non, je pense qu'il avait envie de garder sa liberté, en fait. Ouais, je pense aussi. De pouvoir dire exactement ce qu'il voulait, comme il le voulait. C'est ça. Après, peu importe le sujet. Mais mais c'est l'histoire de. Voilà, c'est l'exemple. En fait. Finalement, c'est un bon exemple. Donc voilà, du coup, on a fait un peu le tour de ce qu'était le syndrome de l'imposteur. On n'est pas des imposteurs. Tout va bien, vous pouvez lire nos livres, ça nous encourage et ça vous fait lire en plus de bons livres. Donc il ne faut pas hésiter, c'est très bien. Et si vous avez des doutes, venez nous parler, on adore parler. Voilà, on est en train de le dire, on adore parler. On va passer sur un autre point qui s'éloigne un petit peu de l'écriture, mais qui va quand même un petit peu être en lien, c'est la musique. Oui. Donc toi, tu es musicienne. Oui. Tu travailles dans le milieu de la musique en tant que régisseuse son. Je suis régisseur son, puis organisatrice de concerts également. Voilà, donc on ne peut pas être plus dedans, j'ai envie de dire. Après, tu as un groupe, etc. Donc tu pratiques aussi la musique. Moi, je suis musicien aussi depuis longtemps. Je fais de la batterie, un peu de guitare aussi. J'ai eu des groupes au lycée, mais pas aussi... entre guillemets important que toi. J'ai fait des études d'ingénieur son. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, parce que j'ai vu auteur, ingé son, on a parlé, quoi. Normal. Et du coup, on va parler vraiment de l'importance de la musique dans notre quotidien et les répercussions que ça a sur notre imagination et sur l'écriture en elle-même. Donc déjà, d'où te vient cette passion pour la musique ? Alors moi, je fais de la musique depuis toute petite. J'ai commencé à prendre des cours de piano quand j'avais 6 ans, sachant qu'on avait un piano à la maison, donc toute petite, j'ai pianoté. On écoute beaucoup de musique dans ma famille, mais vraiment beaucoup. Mon père est un collectionneur de vinyles. Enfin bon, bref, j'ai toujours eu accès à de la musique assez éclectique, on va dire, même si avec mes parents, c'était plus rock, années 70, etc. Et puis forcément après musique classique parce que je suis passée par le conservatoire, etc. Et puis quand j'ai eu 13 ans, j'ai voulu devenir une rockstar, alors je me suis mise à faire de la guitare, etc. Très bien. Donc voilà, moi la musique, c'est vrai que ça me suit depuis toute petite. Je n'ai jamais arrêté, je pense que j'arrêterai jamais. J'ai voulu être compositrice de musique de film quand j'étais adolescente. Et c'est le jour où le syndrome de l'imposteur était le plus percutant pour moi parce qu'en fait il m'a empêché de faire les études que je voulais faire. Avant de faire donc les écoles pour devenir régisseur son, en fait je voulais faire le conservatoire donc à Paris en classe d'orchestration. Et je me suis dit non, je n'ai pas ce qu'il faut. Enfin, voilà le gros syndrome de l'imposteur que je regrette. Même si au final j'ai fait d'autres choses, mais forcément il y a toujours une petite part de regret. C'est pour ça que j'invite les gens. Donc moi la musique de film me passionne vraiment. J'adore ça. J'ai fait des études dans le son, mais aussi dans le cinéma parce que c'était un BTS audiovisuel et puis après à Louis Lumière. Donc c'était toujours rattaché au cinéma. Donc j'aime beaucoup le cinéma.
Et d'ailleurs, ça se sent dans mes romans, Oui. parce que c'est quelque chose que je reçois, qu'on me dit souvent, on a C'est l'impression vrai. que c'est un film en fait. Voilà. ouais. C'est un script de film. C'est vrai que c'est très. D'ailleurs, ça m'a posé des soucis parce qu'au début, j'écris un petit peu comme un script, comme un scénario, Oui. parce que voilà, j'avais écrit des scénarios avant et bon, il a fallu que ça me détache C'est un pas, petit c'est pas peu. la même chose, mais non, mais après, c'est romancé, mais c'est vrai qu'on voit bien les scènes Ouais. en fait, on se visualise bien et le Pourtant, il rythme n'y a pas aussi. beaucoup de descriptions, c'est ça qui est assez Non, mais ouais, rigolo, c'est ça qui est marrant, ouais. Mais je sais pas, le rythme, je pense que c'est le rythme qui joue beaucoup. Il y a plusieurs points de vue, donc Ouais. moi je voulais vraiment avoir cette impression d'un montage alterné en Ouais, fait. c'est un peu ça. Donc, Ouais. très Mais cut, on ressent en bien, fait, ouais. ouais. C'est réussi en tout cas. Bah, écoute, tant Si mieux. c'était l'intention, c'est cool. Et d'ailleurs, je parlais de la musique de film, c'est la musique de film qui m'inspire en fait. Ok. Souvent j'écoute des musiques de film, j'en écoute très souvent, et ça me donne des idées en fait. C'est de là que j'ai le plus d'inspiration en fait. Ouais, ben je te rejoins complètement là-dessus parce que quand j'écoute de la musique aussi, en fait j'ai des playlists par ambiance. Ouais. Et je pense que tu fais J'ai pareil. ça aussi. Donc j'ai mes playlists jour de pluie, Oui. mes playlists jour de beau temps, etc. Triste, tout ça. C'est ça provoque des émotions et du coup ça inspire et il suffit de fermer les yeux et d'imaginer des choses et selon notre mood, selon ce qu'on est en train d'écrire ou pas, il y a des images qui viennent et des choses qu'on veut faire ressentir. Voilà, on met des mots un peu sur ce qu'on entend, sur ce qu'on écoute. Et moi, ça m'inspire beaucoup aussi. C'est vrai que quand j'ai pas trop d'idées, Ouais. parfois j'ai envie qu'il pleuve en fait. J'ai envie qu'il pleuve, je mets une musique et là c'est bon, j'écris. Quoi. Ouais. Et c'est vraiment des moments comme ça où la musique va m'aider à imaginer des choses, à stimuler un petit peu tout ça. Alors après, j'écoute pas forcément de la musique quand j'écris. C'est plutôt ce qui va m'inspirer. En tout cas, quand j'écris, j'écoute de la musique d'ambiance et pas des musiques avec des paroles. Quoi. Ah oui, non, moi donc non ça va plus, plus c'est être des musiques de impossible. films, etc. Des musiques de jeux vidéo, mais j'écoute pas mal aussi de musique comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Ouais. Et même moi, parce que je compose aussi des musiques, Oui. d'ailleurs je voulais t'en envoyer, tu me diras ce que t'en penses. Mais j'ai composé quelques musiques, pas de films entre guillemets, mais des courts-métrages pendant mes études aussi, parce que c'était une école de cinéma, c'était l'ESRA. Donc c'est vrai que j'ai pu faire des petites bandes-sons comme ça. Là, dans mon travail, de temps en temps, ça m'arrive aussi de faire des musiques. Par exemple, dans ce décor, on avait fait des vidéos dans ce décor, des vidéos énigmes. C'est un escape game, en fait, c'est pour ça que le décor est un petit peu particulier. Et donc j'avais fait des musiques avec cette ambiance un peu Sherlock Holmes et tout ça. Et c'est important parce que déjà, la musique, elle nous met dans une ambiance. Donc, dans un film, si on coupe la musique, ça enlève la moitié du film. Et aussi, quand on écoute une musique d'un film, ça nous évoque les images de telle ou telle scène. Ouais. Donc, j'écoute la musique de Foncombe dans Le Seigneur des Anneaux, je ferme les yeux, je suis chez les elfes, quoi. Et ça, pour pas mal de films, donc ça évoque des images et c'est pour ça qu'après, ça peut aider aussi à stimuler l'imagination, quoi. Et toi, du coup, tu avais fait, même l'année dernière, une sorte de calendrier de l'Avent sur Insta, où tu avais tous les jours montré une musique qui t'inspire. Musique de film, ouais, j'avais pris 24 musiques de film parmi mes préférées. Alors, certaines qui étaient connues, d'autres un petit peu moins. Enfin, je ne m'étais pas posé la question, j'avais pris celles que je préférais en faisant un peu des catégories. Donc, j'avais une catégorie un peu intense, une un peu épique, une un peu suspense. Enfin, voilà, j'avais fait ça. Et donc, en fait, j'avais fait ça sous forme d'IGTV. Et tous les jours, je montrais quelques petits extraits. Enfin, je faisais écouter quelques petits extraits. Et je parlais un petit peu de qui était le compositeur, le film, s'il y avait quelques anecdotes autour, voilà, pourquoi j'aimais bien ce genre de choses. Et j'avais fait ça tous les jours. Est-ce que ça avait plu justement le fait que tu parles de musique plutôt que d'écriture? Ça avait bien marché, oui. Sachant que c'était en plus, voilà, c'était vraiment... Et sachant que la musique de film, c'est quelque chose qui plaît souvent quand même aux auteurs. Oui. Voilà, donc voilà, c'était pas comme si jamais j'arrivais et que je parlais de mes groupes de thrash metal préférés, par exemple, où ça parlerait un petit peu moins. Ça dépend à qui, hein. Voilà, moi, c'est ça. Mais la musique de film, non, ça avait quand même bien parlé, ça avait bien marché, Ouais, c'est vrai que ce soit pour la musique en elle-même ou pour le film, c'est-à-dire que c'était la plupart du temps des films quand même que la plupart des gens avaient vu. Oui. Donc je me souviens de ce film, c'est trop bien, la musique a été bien et tout ça. Donc ça parle et puis effectivement dans un film il y a un scénario. Donc finalement on n'est pas très loin. Absolument. De toute façon le nombre de films où c'est des adaptations de livres ratés la plupart du temps. Mais non ça dépend.
Mais c'est vrai que ça a une place importante et moi souvent quand j'écris j'ai une musique en tête voilà, que j'aime bien associer à telle ou telle scène, que ce soit une musique, quelque chose que je sifflote, que j'invente ou une musique connue. Voilà. Ça donne des ambiances, ça donne un rythme aussi et c'est vrai que c'est plutôt bien de faire l'alchimie entre les deux, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la musique en général ou ça va? Non, je vais pas. Non, ça va. Non, ça va. Ok, nickel. Donc là maintenant on va faire un petit point écriture. Donc on revient un petit peu plus sur vraiment le côté écriture, la méthode, ta façon d'écrire, ta régularité et tout ça. Donc déjà, depuis quand est-ce que tu t'es mis vraiment à écrire? Alors moi j'ai commencé à écrire quand j'ai écrit ce premier roman. J'avais jamais rien écrit d'autre avant. Ok. Donc à la base c'était avec ma petite sœur. On s'est dit viens, en fait on s'imaginait un lieu. Je vais pas spoiler, mais le lieu dans lequel Camille se réveille. Avec ma sœur, on avait imaginé ça un coup, une après-midi, on discutait, voilà, comme ça, et on s'est dit viens, on raconte une histoire à partir de là. Donc on a commencé à travailler des personnages, on avait fait un croquis du lieu, et en fait au début on s'est dit viens, on écrit à quatre mains et on s'invente une histoire. Au final le quatre mains n'a pas fonctionné du tout, donc je l'ai écrit toute seule. Donc voilà, au début c'était vraiment je me raconte une histoire, donc mais vraiment sans rien. Et puis au bout d'un moment je me suis dit tiens, en fait pourquoi pas en faire un livre, un vrai roman, quoi. Donc c'est comme ça que c'est venu. Moi je fais pas partie des gens qui dès tout petit écrivaient non, pas du tout. J'écrivais des chansons, c'est pour mes groupes, quoi. Mais c'est mais tout, pas quoi. des histoires, quoi. Non, absolument pas, quoi. Moi j'ai toujours écrit des petites histoires. Mais au début, comme j'ai fait beaucoup de dessins, c'était sous forme de manga, etc. Et c'est vrai qu'au début, Blind, je l'avais dessiné, quoi. J'ai dessiné les personnages, etc. C'est parti du dessin. Je dessinais telle ou telle créature et tout ça. Et puis ça m'a fait mon univers. Et après, je me suis dit, ok, j'ai envie de raconter une histoire. J'ai pas le niveau en dessin, clairement. Donc, du coup, c'est ce que je me suis dit. Syndrome de l'imposteur, encore une fois. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir de contraintes. Et l'écriture, c'est ce qui me paraissait être le plus simple, entre guillemets. Alors, je dis pas que c'est simple, mais dans le sens où le plus accessible. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si je veux avoir une licorne qui crache des rayons laser, je l'écris, quoi. J'ai pas besoin de dessiner une licorne voilà, ou en faisant de la 3D ou des jeux vidéo ou quoi que ce soit, voilà, c'est pas la même chose. Et du coup, avec l'écriture, j'ai eu cette liberté, je me suis dit mais en fait, c'est ça. Et du coup, je m'y suis mis petit à petit, chapitre par chapitre jusqu'à arriver au bout. Mais j'ai toujours eu quand même ce truc d'inventer des histoires. Dans la cour de récré, je prenais le bâton, j'affrontais des dragons avec des potes et tout ça. Les week-ends dans ma cave, pareil, j'étais tout le temps en train de m'inventer des scénarios voilà, dans la forêt, dans des caves, des trucs comme ça. Et ça a toujours été comme ça, quoi. Mais je me suis jamais dit, je vais écrire des bouquins, tout ça. Non, ça c'est venu après. Je pense que la plupart du temps, c'est un peu ça pour tout le monde, quoi. Oui, je pense. Ça, voilà. On a tous de l'imagination, on a tous envie de créer des choses. C'est pas toujours forcément par l'écriture que ça passe au début, mais après, on se retrouve là-dessus, quoi. donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, depuis que tu écris, est-ce que tu as vraiment un rythme? Est-ce que tu as des sessions? Tu te poses vraiment des moments? Alors, ça a beaucoup évolué avec le temps. Le dernier né, j'ai commencé à être régulière quand j'ai écrit le dernier né, donc à écrire pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Alors des fois juste une demi-heure, des fois 2 heures, des fois une fois dans la journée, des fois 3 fois dans la journée, ça dépendait. Le troisième roman, celui que je suis en train de réécrire actuellement, j'ai été encore plus régulière parce que je l'ai écrit en 3 mois, sachant qu'il avait écrit entièrement à la main et retapé, donc voilà. Et là, le quatrième, que j'ai mis en pause le temps que je réécrive le troisième, je l'ai commencé sérieusement début août. Et là, je l'ai mis en pause et il me reste à peu près un quart à écrire. Sachant que depuis le quatrième, je me suis mise à écrire à l'ordinateur directement. Je ne peux plus écrire directement à la main parce que ça me crée trop de douleur. Enfin, voilà, c'est un peu contraignant. Puis en termes de temps, je mets 2 heures pour écrire un chapitre contre 5 heures, quoi, quand j'écris à la main et que je dois le retaper derrière. Donc voilà, j'ai un petit peu changé ma façon de travailler, sachant que maintenant, je fais aussi avec d'autres auteurs, en fait, on fait des sessions de sprint. On écrit, c'est un peu la méthode Pomodoro, on écrit 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes
des fois un peu plus longues parce qu'on discute entre. Mais voilà, en fait, ça, c'est un truc que je fais depuis quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant avec d'autres auteurs. Et c'est vrai que ça motive vachement. On se motive vraiment les uns les autres. C'est vrai que c'est pas mal. Le fait d'être plusieurs à écrire. Mais du coup, vous parlez pas en même temps, vous coupez. En fait, on est sur Discord, donc on met en silencieux, quoi. Puis sachant qu'il y en a des fois qui moi des fois, moi je suis pas du genre à couper complètement. Si j'ai envie d'écrire un message en même temps, j'ai pas de problème pour me replonger après dans ce que je fais. Il y en a qui coupent complètement, et puis on discute. Et puis ça permet de se motiver à des moments où on n'a pas, peut-être on se dit je vais écrire ou pas. Ah putain, elles sont en train d'écrire, bah je les rejoins en fait, et c'est assez chouette. C'est vrai que c'est pas mal de... Ça se motive. C'est vrai que moi j'ai pas un rythme régulier. Et du coup, de temps en temps, quand ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, pour me motiver, c'est l'enfer, quoi. Ah oui, puis pour se remettre dedans, etc. Ouais. Puis en plus, comme j'écris avant tout sur l'ordinateur, même si de temps en temps j'écris sur un carnet ou sur des notes quand je n'ai pas d'autre chose que mon téléphone, quand je suis sur l'ordi, il y a tellement de distractions sur un ordinateur. Dire bon, je vais 5 minutes sur Facebook, sur Insta, machin. Puis sur Insta, il se passe toujours des trucs. Ah non, donc, il faut couper. Alors après, ça dépend. Évident, moi, par exemple, comme je disais, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des notifications, etc. Des fois, j'ai pas envie, alors je coupe. Mais des fois, je laisse. Et des fois, je vais répondre. En fait, j'ai envie d'envoyer un message, ça ne me gêne pas. Mais il y a des gens qui ont besoin vraiment de se couper complètement. Ça dépend vraiment des personnes, quoi. Mais après, plus on est régulier, plus on a envie d'écrire aussi. Ça, c'est quelque chose... Pour ma part, c'est vrai que... la régularité, c'est vrai que c'est un conseil qu'on voit très souvent. Et pour certaines personnes, du coup, ils peuvent peut-être se mettre un peu la pression. Une sorte de contrainte, quoi. Voilà, mais c'est vrai que la régularité, ça aide. En plus, on reste dans notre histoire, en fait. Voilà, c'est vrai que la régularité, c'est quand même un conseil qui revient souvent. Je suis la première à dire que tous les conseils ne marchent pas pour tout le monde, et c'est la vérité. Mais la régularité, c'est quand même un conseil qui peut être quand même facilement donné. C'est vrai. Après, ça dépend vraiment de tout le monde. C'est-à-dire qu'être régulier, ça ne veut pas dire... écrire tous les jours à la même heure, voilà, c'est ça. C'est peut-être tous les 2 jours ça vous suffit, tous les 3 jours, voilà. Ça. Ou alors tous les jours, mais 10 minutes, des petites sessions. Il faut trouver son rythme. Voilà, trouver son rythme. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, toi, donc tu as sorti déjà 2 livres. Le 3e, tu es en train de le réécrire et il te reste un petit peu du 4e. Donc ça fait beaucoup. On peut avoir l'impression, voilà, il y en a qui disent, mais bon, attends, ça fait 3 ans que j'ai pas écrit de nouveaux livres et tout ça, je suis lent et tout ça. Non, c'est chacun son rythme. Absolument. On a tous des vies différentes en plus. Voilà, on a tous des vies différentes, effectivement. Puis on l'amène tous de la façon dont on veut. On choisit comment on veut occuper notre temps. Exactement. Absolument. Parce que je sais que toi, tu as des journées assez intenses quand même. Ah oui, non, oui. Donc voilà, mais c'est ce qui te convient. Absolument, il ne faut pas que des gens culpabilisent de faire moins. Il y a des gens qui font plus. Enfin, non. Moi, cette année, je m'étais dit, à la fin de l'année, le tome 2, je l'aurais fini. Quoi. Il s'est passé des trucs que je n'avais pas du tout imaginé qui allaient se passer cette année. Du coup, j'ai pas du tout pris le temps que j'aurais voulu accorder pour l'écriture. Donc c'est pas grave. Enfin voilà, on me demande parfois mais ça sort quand Je fais franchement pas tout de suite. Un jour. Mais, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Il se passe des choses dans nos vies. Donc, absolument. Puis en plus, nous, on fait pas partie des personnes qui vivons exclusivement de l'écriture. Ça change beaucoup. Donc voilà, c'est ça. C'est que là, même pour tourner un podcast, moi je travaille après, quoi. Bien donc sûr. voilà, c'est vrai que on a un travail, on a une vie privée aussi. Je pense aux gens qui ont des enfants ou ce genre de choses. Exactement. Ça rentre dans la balance, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Donc il faut se libérer du temps et sans se forcer non plus, mais avoir une régularité. Trouver le bon équilibre. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Mais c'est vrai que ça dépend vraiment de chacun. Donc faut pas se comparer forcément à des personnes qui ont écrit 4 bouquins dans l'année. Ça veut tout et rien dire. En plus, un bouquin, s'il fait 60 mots ou s'il en fait 150 000, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est pas du tout la même chose. Voilà, au final, je me suis plus reconcentré sur l'écriture de contes. Parce qu'en fait, j'ai envie d'écrire un recueil avec 7 contes. Là, je suis en train d'écrire le 4e sur 7, justement. Et je sais que je le terminerai assez rapidement comparé au tome 2. Donc, je me dis, au moins, j'ai quand même une sortie qui va faire patienter, entre guillemets, parce que ça reste de la fantaisie, même si c'est dans un autre univers, mais j'aurais quand même quelque chose, parce que c'est quand même important d'avoir des actus, et donc c'est pour ça que c'est pas évident de gérer tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs autodidactes qui écrivent des nouvelles. C'est ça.
Ça, c'est vrai que, alors moi, j'en ai pas encore fait, mais il y a beaucoup d'auteurs qui sortent soit une nouvelle entre 2 tomes, ou une nouvelle qui va être un préquel, ou alors un recueil de nouvelles, où il va en avoir 3-4 dedans, parce que ça va quand même beaucoup plus vite à écrire. Ça permet des fois de mettre un peu en pause un gros projet, etc. Absolument. Et d'avoir de l'actualité. C'est vrai que ça marche assez bien. Ouais, parce qu'il faut pas se faire oublier. Moi, c'est vrai que en ce moment, je vois sur mes posts Instagram, j'ai eu une période où je savais plus quoi faire en fait, parce que je parle de mon livre, mais mon livre il commence à avoir 2 ans, donc bon, j'ai toujours plein de choses à dire dessus, c'est pas le souci, mais j'ai envie d'avoir des choses nouvelles quoi. Donc là, actuellement, j'ai des choses qui arrivent et du coup, j'ai hâte d'en parler tout ça, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même entretenir un peu ça, sans non plus bâcler des choses, ou voilà, je vais écrire à mon rythme quoi qu'il arrive, donc faut pas se mettre trop la pression non plus quoi. Donc voilà. Quelque chose à ajouter là-dessus ou tout va bien? Tout va bien. Tout te convient, c'est parfait. Mais écoute, on arrive sur le dernier point que j'avais noté, c'est l'actualité en général. Alors on va parler d'actualité autour de l'écriture, de la lecture, de ton actualité et d'une actualité peut-être dont tu veux parler, quelque chose qui te tient à cœur actuellement. C'est pas obligatoire, mais s'il y a quelque chose qui te vient, voilà. Donc on va commencer par tout ce qui est lecture. Quelles sont tes lectures du moment? Est-ce que tu lis en ce moment? Alors, je lis 2 livres en ce moment. Je lis pas souvent de livres, mais c'est 2 lectures qui sont complètement différentes. Je lis le dernier roman de Jean-Christophe Granger, qui s'appelle Les Promises, qui est un thriller extrêmement sombre qui se passe en août 1939 à Berlin. Voilà, encore avec un tueur en série. C'est très violent, c'est toujours très très sombre, donc voilà, moi j'aime ça. Ça marche. Et en parallèle, je relis un livre que j'ai lu adolescente, qui s'appelle Le journal intime de Georgia Nicholson, qui est le journal intime d'une jeune fille de 14 ans. C'est extrêmement drôle. Enfin, moi j'avais adoré quand j'étais ado, je les ai lus mais je ne sais pas combien de fois. Et en fait, je me suis mis un peu le défi d'écrire un truc similaire l'année prochaine. Donc très loin de la dystopie et de l'univers très sombre et des milliers de morts que dont je suis mes romans. Et donc je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire ça, parce que quand j'avais lu ce roman, quand j'avais 14 ans, alors que je pensais jamais écrire, je m'étais dit, j'aimerais tellement écrire un truc comme ça, parce que ça fait tellement de bien en fait. Est-ce que j'y arriverai? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que là, je le relis. C'est de l'humour en fait? Ah oui, c'est de l'humour. C'est vraiment de l'humour. En fait, c'est une adolescente de 14 ans qui raconte ses copines, le lycée, enfin le collège, les premiers garçons, etc. Mais c'est vraiment, c'est à mourir de rire. C'est sûr que c'est loin de ce que tu écris quand même. C'est très loin, voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais toi, t'écris avant tout de la dystopie. La dystopie, il y a des gens qui disent que j'écris du feel bad en opposition au feel good, donc voilà, ça en dit long. Oui, après bon, c'est pas... Enfin, ça va être dans des ambiances assez sombres, avec des thèmes assez sombres, effectivement, il y a des morts et tout ça. C'est vrai que c'est pas très joyeux, mais bon, ça veut pas dire que t'as pas d'humour, tu vois. Oui, donc, mais bien sûr, c'est juste que là pour le moment, c'était pas trop la place. Voilà, c'est ça, c'est ce que toi t'avais envie d'écrire et tout. Mais donc du coup, je relis le premier tome de ce journal intime. Et du coup, le fait de revenir dessus, ça me fait trop rire, quoi. Franchement, en plus, c'est vraiment pas cucu, parce que moi, en plus, quand je l'avais lu, moi quand j'avais 14 ans, je faisais du foot, je faisais de l'aïkido, je faisais du skate, tu vois, j'étais pas j'aime pas dire le cliché de la fille, parce que en fait j'aime pas, parce que c'est un peu dénigrant pour les filles qui s'intéressent au maquillage, etc. Et c'est très bien, et je me suis intéressée aussi, c'est pas la question. Mais ce livre-là, en fait, je le trouve vraiment très très drôle, et voilà, l'année prochaine, j'aimerais commencer à écrire quelque chose comme ça, sachant que c'est des petits livres, c'est très court, donc en parallèle des autres. Donc je relis le premier tome pour essayer de me réimprégner un petit peu, de voir comment c'était fait, sans tomber dans la copie. Oui, mais j'aurais pas de gêne à ce que ce soit quelque chose qu'on voit que s'inspirer ça. Oui, après, le fait d'être comparé, c'est une petite parenthèse dans ce qu'on était en train de dire, mais le fait d'être comparé... De comparer notre livre à un autre qui existe, c'est pas grave. C'est pas une mauvaise chose. Surtout qu'en plus, souvent c'est assumé nos influences et ce qui nous a plu. Si on dit, en fait, c'est un petit peu comme Harry Potter, ou c'est un peu comme Hunger Games, ou c'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux ou quoi. De toute façon, on a été inspiré par plein de choses. Bien sûr, de toute façon, c'est ça. Mais c'est pas grave. Faut juste s'en rendre compte, l'assumer au final. Et pas dire mais non, c'est pas du tout ça et tout ça. Si, un peu quand même. Non, faut l'assumer complètement. Faut l'assumer quoi. Voilà, donc je lis ces 2 choses-là qui n'ont pas grand chose à voir. Absolument pas. Quelque chose avec lequel tu es familier dans ton écriture, et quelque chose qui va changer et que tu as envie d'essayer.
Ah, c'est marrant. Moi, en ce moment, justement, la dernière chose que j'ai écrite, j'en parle pas trop parce que c'est encore un petit peu secret, mais il en a fait l'annonce, donc je peux en parler un peu. J'ai fait un projet avec William Ward, que je salue. Et d'ailleurs, si tu passes dans le sud, on se fait un podcast, mon gars, donc il faut que tu viennes. Et du coup, on a un projet ensemble. Et donc, j'ai fait une nouvelle basée sur mon univers, mais détournée façon un peu parodique. D'accord. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'humour. Et je me suis éloigné de la façon que j'avais d'écrire, justement avec des termes un peu plus familiers, tout ça, qui ne sont pas forcément... Enfin voilà, des gros mots, des insultes, des choses comme ça, qu'il n'y a pas forcément dans mon livre de base. Mais c'était tellement bien à écrire, parce que c'est une partie de moi aussi. C'est-à-dire que je fais beaucoup de blagues avec mes proches et tout ça. J'ai un humour assez noir, etc., qu'on peut pas forcément connaître parce que je fais pas des blagues dans mes posts Insta forcément ou quoi. C'est vrai que je suis pas un one man show non plus. Mais du coup, le fait d'écrire des choses comme ça, j'ai adoré quoi. Parce que c'était quelque chose que j'avais pas pu faire dans ce que j'avais écrit pour l'instant. Mais ça m'a donné envie d'écrire plus de choses comme ça aussi quoi. Dans un autre projet, un peu comme The Boys quoi. La série The Boys, c'est très... Alors c'est gore, c'est très second, mais c'est tellement bien, c'est tellement drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des scènes qui sont exceptionnelles. Et du coup, il y a ce côté-là que j'ai pu retrouver et que je me suis amusé à faire. Quoi. Et s'amuser avec le 4e mur aussi dans l'écriture, un peu comme Deadpool. Trop bien. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Et c'est vrai que c'est agréable de sortir un peu de sa zone de confort, mais en même temps, d'être soi-même. Quoi. Parce qu'on a de l'humour, on a un humour particulier, mais on peut se poser la question, est-ce que ça va faire rire ? Parce que c'est difficile de faire rire. C'est pas évident, et surtout par la lecture, parce que... il n'y a pas les intonations, il n'y a pas les visages. Ça dépend tellement des gens qui lisent, en fait, de se dire comment il a voulu le dire, machin, il faut bien identifier les personnages. Donc c'est un autre travail, mais c'est vrai que c'est agréable à faire. J'espère, parce que pour l'instant, il n'y a que William du coup qui l'a lu, j'espère que ça fera rire, quoi, et que les gens me disent franchement ce personnage-là, c'était pas mal et tout. Donc j'ai hâte d'avoir des retours, ça sortira normalement d'ici la fin de l'année, voilà, sans plus en dire. Cool. Ça devrait être très cool, ça devrait être très très cool. Et je suis pas le seul à avoir travaillé dessus, mais je dis pas le nom des autres. Donc voilà, après, ton écriture du moment, c'est ce que tu disais, tu es en train d'écrire un 3e livre. Alors du coup, le 3e et le 4e, c'est une duologie. Donc le premier tome, la duologie s'appelle MKV. Le premier tome qui s'appelle Paralysie est déjà passé dans son premier round de bêta lecture, parce que moi, j'ai plusieurs phases de bêta lecture. Donc là, je suis en train de réécrire avec les premières notes de bêta lecture. Donc j'en suis à la moitié à peu près. Et donc pendant ce temps-là, j'ai mis en pause l'écriture du tome 2 qui s'appelle Fury, où j'en suis à peu près aux 3/4 de l'écriture. Et donc voilà, j'attends d'avoir fini cette réécriture-là du tome 1 pour envoyer aux autres bêta-lecteurs et reprendre l'écriture du tome 2. Enfin voilà, je les travaille vraiment en parallèle parce que je voudrais les sortir avec assez peu d'intervalle entre les deux. Pour que c'est vraiment partie 1, partie 2. Voilà, ça se suit vraiment. Et je les enchaîne vraiment. Et en plus, le fait de faire comme ça, mine de rien, je rechange des trucs dans le tome 1 par rapport à ce que j'écris dans le tome 2. Et c'est très pratique. C'est très pratique, effectivement. Quand on commence à écrire des sagas ou des duologies, des trilogies de ça, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une ligne de mire, quoi. C'est ça. Il faut vraiment se dire, il va se passer ça là-bas, donc il faut que j'y pense, hein, parce que sinon, c'est un peu la galère. Il y a des toutes petites choses. Là, il y a des toutes petites choses. Je me dis, mais heureusement que je ne l'ai pas sorti, parce que comment j'aurais fait ? Alors, pour moi, ça va, c'est une duologie, donc... Mais bon, quelqu'un qui a 7 tomes, par exemple, il est obligé de les sortir, en fait, au bout d'un moment. C'est ça. C'est pas évident. On ne peut pas attendre de tout sortir. C'est ça. Après, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir de le faire en 2 fois et pas en un Alors, gros livre ? Au début, parce qu'il y a trop de mots ? Non, pas forcément. C'est juste qu'en fait, au début, si jamais je le faisais en un seul tome, ça veut dire que je partais plus loin dans l'histoire et je repartais exactement sur le même schéma que les deux là. C'est-à-dire qu'il y avait un événement marquant et on avait comment était la société un peu après cet événement marquant. Et je me suis dit, c'est un peu dommage de refaire la même chose. Là, je peux faire un peu ce qui s'est passé avant et expliquer le pendant de cet événement marquant. Et donc, grosso modo, c'est ce qui se passe dans le tome 1, en fait. Voilà. Ça marche pas, c'est cool. C'est beaucoup trop cool. Et le fait d'écrire en duologie, tu le disais, il faut penser à plus de choses et tout ça. En plus, toi, tu as quand même... Enfin, tu te laisses le privilège, on va dire, de pouvoir modifier avant de sortir le premier. Tu veux le terminer le 2, quoi. Le 2e, il sera terminé et peut-être même déjà au moins une phase de bêta lecture, parce que là, le temps que les autres bêta lecture... Envie d'avoir un ressenti, en fait, Voilà, c'est ça. Donc, des 2 lectures, quoi.
C'est sûr qu'il y aura des gens qui auront lu les deux avant que le premier sorte. Pas la version définitive du deuxième, hein, mais au moins la trame et l'idée générale, quoi. Ouais, c'est bien. C'est cool. Oui, non, c'est une grosse sécurité. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Je sais plus. Tu sais que je sais plus si j'en ai parlé ou si je vais en parler parce que j'ai des vidéos qui sont en cours d'écriture en ce moment. Le fait de se laisser des portes de sortie quand on écrit des sagas, justement. On en avait parlé dans ton interview. Voilà, ok. Peut-être que j'en reparlerai, mais effectivement, quand on écrit des sagas comme ça et que, pas comme toi, mais on écrit un livre, on le sort et après on fait la suite, tout ça, il faut quand même penser un minimum à ce qui se passe par la suite, quoi. Et pas un minimum d'ailleurs, il faut au maximum savoir ce qui se passe. Sinon, après, tu t'arraches les cheveux pour c'est te ça. dépatouiller. Et s'il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est ce que j'appelle porte de sortie, c'est rien dire. Il vaut mieux parfois rien dire plutôt que d'essayer de créer une espèce de suspense sur un truc, moi, c'est vrai que bloqué après. Là, en écrivant le 2, j'ai des idées qui me viennent qui ne m'étaient pas venues dans le premier, c'est normal, mais ça ne va pas être gênant en fait. C'est-à-dire que j'en ai pas parlé dans le 1, c'est pas grave, il va se concentrer dessus dans le deuxième, c'est pas choquant. C'est pas bon, au fait, j'avais dit ça, mais finalement non, voilà, c'est ça. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Donc non, ça il faut éviter au maximum. Et puis après, c'est écrit, les gens l'ont lu. C'est ça. Faut faire avec en fait. Faut jouer le jeu aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et du coup, sujet d'actualité qui te fait rebondir en ce moment ou il y a rien qui te vient là comme ça, non. Non. J'ai rien, désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste au cas où. Ça peut être autour de l'écriture, la musique, n'importe quoi. Non, ok, très bien. Non, pas vraiment, je suis désolée, là, comme ça. Il n'y a aucun souci. Ok, très bien. Donc voilà, on arrive, écoute, à la fin de ce premier podcast. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, c'était vraiment très sympa, le cadre était vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, petit rappel, on tourne dans la salle Sherlock de l'Escape Game Lookout. C'est l'endroit où je travaille, donc voilà, je fais la petite pub sponsor en même temps. Si jamais vous êtes dans le 06, on est sur Antibes, il faut venir, nos salles sont cool, vous voyez, on a des beaux décors et des bonnes énigmes. Donc voilà, on en profite. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité dans ce premier épisode. Écoute, avec grand plaisir, je suis trop content que tu aies pu venir, d'avoir pu te libérer un petit peu de temps. Parce que j'habite pas du tout dans le 06. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment une petite parenthèse dans tes vacances qui fait trop plaisir. Donc merci beaucoup. Merci à toi. J'espère à tous que ce premier podcast vous a plu. Vous pouvez le retrouver également sur Spotify et Deezer si je m'en sors avec la programmation. Mais ça devrait aller, et ça devrait pas être un mal. Donc voilà, vous pouvez retrouver les livres de Noémie, Les Origines et Le Dernier Né sur Amazon et sur d'autres plateformes. Alors mon site va bientôt être ouvert et il y aura une boutique en ligne. Ok, ça marche. Où il y aura des goodies en plus, des marque-pages, des cartes, etc. Impeccable. Donc super, vous pouvez retrouver Noémie sur son compte Instagram, sur Facebook également, sur YouTube, allez voir sa chaîne YouTube, dépassons les 900, puis les 1000 abonnés, let's go. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, sur YouTube, je vais essayer d'alimenter un petit peu plus la chaîne, voilà, je commence un petit peu plus à être régulier, on parlait de régularité, on y est. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, et on vous retrouve bientôt pour toujours plus d'invités dans le podcast Entre Créateurs, j'espère faire venir des musiciens, des artistes. Voilà, on va parler de plusieurs choses, pas que d'écriture. N'hésitez pas, si vous avez envie de passer, à m'envoyer un petit message. Ce sera avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Merci encore Noémie. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Bye.